Nous sommes toujours sur l'émission La Grande Interview et c'est toujours sur MNTV. Premier invité de cette année, Jean-Marie Tassoua, président du Conseil économique et social de la République du Congo. Dans un instant, nous allons parler de son institution et bien d'autres choses qui concernent le Congo et puis l'aspect social de ce pays dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes de retour sur l'émission La Grande Interview. Les derniers invités que nous avions eus dans cette émission étaient le directeur général de la télévision nationale congolaise, Jean Obambi, avec ses démêlés, avec son ministre de tutelle. Et puis, nous avons reçu M. Jean-Louis Fragona qui nous a parlé de l'environnement. Cette émission ne serait pas uniquement basée sur les politiciens. Cette fois-ci, nous parlons des gens concrets, l'activité économique et sociale de ce pays. Voilà pourquoi nous ouvrons notre émission aujourd'hui avec M. Jean-Marie Tassoua. M. Jean-Marie Tassoua, soyez les bienvenus et mes meilleurs voeux. Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. Je vous fais en retour lever les meilleurs pour vous-même et pour MTV. Et j'espère que cette collaboration qui s'élabore aujourd'hui va se poursuivre pendant l'année 2013. Elle va continuer, monsieur. Alors, Monsieur le Président, beaucoup de gens, grâce à vous, l'année passée, on est quand même toujours en janvier, on pense qu'on est en 2012, ont connu le CES. Donc aujourd'hui, dans le subconscient de tous les Congolais, même à l'étranger, on connaît qu'il y a une institution qui existe au Congo. Elle existait déjà depuis. Pourquoi se fait-il que c'est rien que en 2012 en particulier que le CES est devenu, chaque jour à la télé ou dans les presses écrites, on parlait de votre institution. Qu'est-ce qui a fait tout cela? Bon, je pense qu'il faut être relativement modeste. Ici, il y a un travail d'équipe. Nous avons, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu faire vivre cette institution autrement et a mis en place une nouvelle équipe qui essaye de faire en sorte que le CS dans les élections de la République prenne sa place, toute sa place. Je pense, j'ai coutume de dire que les élections valent ce que valent les hommes. Je crois que nous essayons modestement de faire en sorte que, au plan de la visibilité, tant au plan national qu'international, les CS du Congo représentent quelque chose de tout à fait crédible qui pourrait aider. Parce que malgré tout, nous sommes des conseillers de décideurs. Que dans les conseils que nous donnons, que ces conseils prennent en compte toute la diversité de la vie publique nationale et internationale dans ce monde multipolaire qui est devenu très complexe. Et donc il faut quand même une certaine maîtrise, une certaine expérience, certaines compétences. C'est vous qui dites, mais en fait, il faudrait que les Congolais nous disent que le Conseil a changé. Mais je pense que oui, vous avez certainement raison, le Conseil a changé. Est-ce que les Congolais vont aussi, la question que je pense qu'ils voudront poser est qu'elle existe depuis. Mais précisément, le Conseil économique et social de ce pays a été créé en quelle année? Je ne sais pas si... Le Conseil économique et social du Congo a été créé un peu avant les indépendances. C'est immédiatement après la déclaration de la République que M. Nicolas Songemas était le premier président du Conseil économique et social. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mérite pour faire en sorte que cette institution, à cette époque, prenne de l'ampleur. Et puis a succédé M. Stéphane Bongonora, Maurice Stéphane Bongonora, qui a aussi beaucoup d'étoffe et qui a fait en sorte que l'institution soit au haut du pavé. M. Mabungu Mimba a eu un rôle un peu plus discret, mais il était aussi efficace. Et puis après, il y a eu nos propres histoires, nos propres turpitudes, qui ont fait en sorte que le Conseil passe quelques moments dans l'ombre. Et depuis le retour du président Sassou aux affaires, il a voulu en faire une institution phare. Il y a eu d'autres dirigeants avant. Aujourd'hui, nous sommes à la tête, profitant des expériences des uns et des autres, et surtout du fait que, de manière visible, le président de la République voudrait que son conseil, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui peuvent aider à la prise de la bonne décision, soit quelque chose de crédible.
C'est ce que nous essayons de faire. D'accord. Maintenant, dites-nous la composition, parce que quand on parle du Conseil économique et social, vous avez un rôle comme conseiller économique, même aussi social. Alors, votre composition, c'est comment? Les membres, c'est de la société civile, c'est des partis politiques. Alors, la composition, parce que les gens voudraient un peu savoir. Oui, c'est on devrait dire une assemblée un peu écuménique, parce qu'ici, il y a tout le monde. Il y a les politiques que nous sommes, qui sont choisis par les politiques, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée. Il y a les syndicats patronaux, il y a les syndicats ouvriers, il y a les agriculteurs, il y a les industriels, il y a les sachants, enfin les universitaires, les chercheurs, bref, il y a les confessions religieuses. Donc, disons qu'on est dans une assemblée où véritablement il a été pris en compte toutes les opinions de la société pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, qu'il y ait des débats feutrés, à voix basse, où les gens se comprennent à demi-mot. Et pour la plupart, c'est des gens d'expérience, les présidents du patronat congolais, étranger et national, c'est des gens qui ont une certaine expérience. Les politiques que nous sommes aussi, pour certains d'entre nous, vous les connaissez tous ou presque, ils ont aussi une certaine expérience. Les chercheurs, une certaine expérience. Donc c'est tout cela qui fait 75 membres du Conseil économique et social qui, bon, régulièrement délibèrent sans hausser les tons. Et autre chose, dites-nous, comment vous avez réussi, parce que souvent ça ne se faisait pas, mais cette année, l'année passée, vous avez réussi quand même à tenir les 3 sessions du Conseil économique et social. Quels sont les mécanismes que vous aviez utilisés pour que ça se tienne? Parce qu'auparavant, ça ne se tenait pas. Écoutez, la discussion, le débat de fond que nous avons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les moyens, les petits moyens, il faut le dire, hein, pour nous tous et pour l'ensemble de ces institutions, qui nous ont été mises entre les mains, c'est d'abord et avant tout privilégier le travail. En privilégiant le travail, on arrive à tenir les 3 sessions comme vous dites et à faire d'autres activités. Peut-être que vous ne le dites pas, mais on verra peut-être dans le cours du débat. Organiser des séminaires, les voyages à l'extérieur, recevoir nos amis dans le cas de la coopération entre différents CS, visiter les autres conseils économiques et sociaux dans le monde. Tout cela, nous avons privilégié le travail. Peut-être qu'arrivera un moment où on aura d'autres moyens pour essayer d'améliorer le quotidien de tous, mais pour l'heure, nous voulons que l'UCS du Congo, à travers, comme on dit, hein, il faut faire beaucoup avec peu. Et le peu qui est entre nos mains, en tout cas tant que je serai à la tête de cette institution, sera essentiellement consacré à la visibilité tant au plan national qu'international du Conseil économique et social. Voilà, parlons de visibilité. L'année qui est passée, je crois en mai précisément, vous aviez organisé un séminaire ici. Le but de ce séminaire, c'était pourquoi? Écoutez, nous étions à la veille du sommet de Rio qui devait se préoccuper de la question du changement climatique et disons de l'environnement de manière générale. Nous avions, après avoir discuté avec l'OIF, hein, l'Organisation internationale de la francophonie, pensé que dans ce genre de kermesse, c'est important que l'espace francophone quand même exprime son point de vue de manière un peu spécifique. Et ayant donc obtenu l'accord de l'OIF, nous avons, avec le PNUD, avec la Chambre de commerce, avec l'Union des conseils économiques et sociaux similaires d'obédience francophone, donc fait ici ce séminaire auquel vous faites allusion sur le thème développement durable et solidaire. Et je dois vous dire que ce séminaire a été le point de départ, parce qu'il y a eu la déclaration de Brazzaville, qui aujourd'hui est servi comme base de référence pour constituer les réseaux francophones à travers l'OIF. Et ça a été une très bonne chose. Vous-même, vous avez été témoin de la participation massive, nombreuse, de tous les 16 équipes francophones, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et bien sûr d'ailleurs. Et c'était l'occasion où j'ai reçu ici mon collègue Jean-Paul Deleroy, qui est arrivé pour la première fois en Afrique. Donc oui, c'est vrai, c'était un haut moment de l'histoire de notre CS d'avoir réalisé ce séminaire.
Et c'est ici l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne nous a pas privé les moyens de réussir ce grand événement. D'accord. Alors dites-nous, parce que le thème c'était développement durable et solidaire. Ça veut dire que le CEF fait beaucoup de choses. Maintenant, votre collègue de Levoix qui vient de France, il participe souvent dans les négociations sociales, ce qu'ils appellent là-bas le dialogue social. Et récemment, dans le discours du chef de l'État, il a parlé du dialogue. Il a dit beaucoup de choses, mais ce que moi j'ai retenu, des dialogues, et les vrais dialogues, pas les dialogues politiciens. Est-ce que on vous a déjà peut-être contacté pour que vous mettez des moyens en marge pour aussi participer ou faciliter le dialogue ici au Congo entre le gouvernement et l'opposition et puis la société civile si elle existe? Mais écoutez, une des missions qui nous est dévolue, c'est justement de faciliter le dialogue. C'est être facilitateur de dialogue social entre les opérateurs économiques et les syndicats, dialogue politique entre les différents partenaires dans le pays. Peut-être que, comme je disais tantôt, les échanges que vers les hommes, peut-être qu'on n'a pas encore montré assez de savoir-faire pour attirer l'attention des uns des autres sur cette mission et qui est très importante et pour laquelle d'autres à travers le monde, d'autres CS à travers le monde ne sont pas privés. Je vous cite en exemple l'Algérie. Vous savez, il y a eu quelques remue-ménages avec le printemps arabe. Le dossier politique a été confié au CS d'Algérie pour dire parcourir le pays, écouter toutes les couches socio-professionnelles, faites-nous un rapport qui doit aider à des corrections nécessaires pour éviter la palabre. Je vous signale que tout à fait à côté de nous, les élections du Gabon, après la mort du président Bongo, ont été très difficiles. Et c'est le CS gabonais qui a été mis un peu au milieu pour séparer les protagonistes, de sorte que les choses se passent quand même en essayant d'apaiser les tensions. Mon collègue Michel Kamano de Guinée Conakry, a été mis à contribution pour réaliser les élections après le coup d'État de Dadis Camara, qui sont passées, comme on le sait, de manière relativement satisfaisante. Bon, on peut multiplier les exemples. Au Bénin, c'est mon collègue Nicolas Dabé qui a permis de faire en sorte que les universitaires qui étaient en difficulté avec le gouvernement trouvent la possibilité de s'asseoir autour d'une table pour discuter. Donc, il y a là le conseil appartient, n'est-ce pas, aux uns aux autres, et c'est pour ça qu'il s'appelle économique et social, et du fait de quand même la petite connexion politique, oui, nous pouvons aider l'opposition et la majorité à avoir d'autres rapports que conflictuels. Parce que je pense que dans un pays démocratique, l'opposition a son rôle, la majorité aussi, et que le pouvoir, de mon point de vue, il a deux aspects. L'aspect apparent, c'est ceux qui dirigent, le gouvernement avec ses différentes institutions, mais l'aspect qui court, c'est l'opposition qui, dans le cas de l'alternance démocratique, pourrait aussi un jour incarner le pays. Donc, c'est un des rôles pour lesquels nous n'avons pas encore été sollicités. J'espère simplement que ce que je dis, il y en a qui écoutent, oui, puisque les gens qui regardent votre télévision, pour pouvoir essayer de faire en sorte que, on atteigne cette dimension. D'accord, mais est-ce que vous ne voyez pas que, peut-être il ne faut pas qu'on vous sollicite, peut-être vous pouvez, par exemple, c'est votre rôle, initier, par exemple, contacter l'opposition, parce qu'ils ont maintenant formé une coalition pour les écouter, qu'est-ce que vous voulez, et puis vous écoutez aussi la majorité, et puis vous essayez de les réunir. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez le faire? Écoutez, dans cette affaire, il s'agit surtout d'éviter d'être taxé de parti pris. Il serait souhaitable que les uns et les autres expriment le besoin d'avoir, disons, un espace où on peut être assis et parler de façon responsable. Nous sommes tout à fait disposés. Et si, naturellement, les uns et les autres sentent le besoin, que la majorité, l'opposition, pense que, le CES peut aider, nous n'allons pas nous dérober par rapport à cette tâche. Vous n'allez pas vous dérober. Maintenant, parlons de votre institution. Parce que souvent, quand on fait quelque chose, il faut qu'on fasse une évaluation et on regarde les résultats. Vous avez organisé des séminaires de renforcement des capacités avec le PNUD et une autre institution.
après tout ce séminaire, vous en tant que le président, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Donc aujourd'hui, je pense que chacun des communs des mortels au Congo observe que le Conseil a pris de la dimension, du volume, et grâce, comme vous dites, le renforcement des capacités qu'on a eu avec les amis du PNUD sur la gestion axée sur les résultats. On a eu avec le monsieur Groot de l'UNISA, qui est le CS un peu des Nations Unies. L'un dans l'autre, oui, aujourd'hui, il y a une compétence réelle des uns et des autres. Si vous essayez de participer au débat du CS, je pense que les conseillers ont mûri et que beaucoup de gens aujourd'hui se sentent fiers d'appartenir au conseil parce qu'il y a quand même là une possibilité de débattre et d'être utile à son pays. Bon, maintenant, parlons un peu des voyages que vous aviez faits et les accords. Vous étiez en Algérie. Est-ce que pour les téléspectateurs ou les Congolais vont se poser des questions? Oui, mais le président du Conseil économique et social était en Algérie. Pour faire quoi? Oui, nous avons été en Algérie. Nous avons été au Brésil, on était en Chine, on a été dans beaucoup de pays du monde, là où nous pensons qu'il est possible d'édifier une coopération sur la base d'un protocole d'accord qui devait être un peu le fondement de faire en sorte que les uns et les autres apprennent les uns auprès des autres. Et aujourd'hui, oui, comme vous dites, avec les amis algériens, nous avons un accord de coopération qui a été signé au mois d'avril de l'année dernière. Et nous essayons de faire en sorte que cet accord produise tous ses effets, parce que je dois vous dire que nous avons voulu aider les acteurs économiques des Algérie et du Congo, à travers les chambres de commerce d'Algérie et du Congo, de faire en sorte que, de manière informelle, on n'attende pas toujours des décideurs, des gouvernements, comment faire pour renforcer la coopération entre les pays du Sud. C'est un accord qui devrait, à mon avis, produire tous ses effets. Je suis très enthousiaste en disant cela parce que le président de la Chambre de commerce du Congo m'avait accompagné, M. Paul Obambi, et malheureusement, au moment où il se mettait en mouvement pour essayer de renforcer, d'améliorer cet accord, il y a eu le 4 mars, et c'est un peu comme tu as dit, ça a un peu bouleversé chacun de nous, puisque l'accord était de février, et début mars, Bambi devait s'y rendre pour concrétiser la volonté des opérateurs économiques congolais de se mettre main dans la main avec ceux d'Algérie pour certains secteurs d'activité qui étaient pourtant... voilà. Mais ce n'est pas perdu, ça doit se faire. D'accord. Mais vous avez fait beaucoup de visites, vous êtes allé en Chine et dans d'autres pays. Pour l'Algérie, dites-nous, qu'est-ce qui vous encourage? Parce que vous dites que pour vous, vous tenez beaucoup à cet accord, mais qu'est-ce qui fait la particularité de l'Algérie avec d'autres pays africains ou non africains que vous aviez visités? Bien sûr, il y a beaucoup de pays africains, non africains qu'on a visités. On a été en Côte d'Ivoire, on a été en France, où là aussi nous avons un accord de coopération. La particularité de l'Algérie, non, c'est un pays africain. C'est un pays leader aujourd'hui au plan économique. Je vous signale quand même que dans le domaine du pétrole et des produits dérivés, c'est une grande puissance. Au plan politique, je crois que le Maghreb tel qu'il se présente aujourd'hui, la Libye étant devenue ce qu'elle est devenue, le Maroc, il y a quand même des limites objectives, mais l'Algérie aujourd'hui c'est un grand pays avec lequel il faut compter. Et d'ailleurs, pendant que j'y étais, on n'a pas pu avoir la rencontre avec le Premier ministre et le président Bouteflika parce que l'un et l'autre étaient occupés à recevoir des délégations étrangères. Donc je pense que c'est un grand pays au plan africain, avec lequel nous avons un passé, une histoire, un ensemble de relations multiformes qui font qu'on devrait, à mon avis, les poursuivre, les prolonger pour pouvoir aider l'émergence du commerce entre les deux pays. D'accord. Ce qui se passe souvent, Monsieur le Président, est que vous signez des accords avec ce pays pour encourager le commerce ou les accords bilatéraux entre le Congo et ce pays, mais l'effectivité et l'applicabilité sur le terrain, c'est le problème. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci,
les gens vont voir les dividendes de cet accord signé pas uniquement avec le CES, ça a été aussi avec la Chambre de commerce du Congo qui est gérée par Paul Bambi. Alors dites-nous en votre thème, qu'est-ce que concrètement depuis là ça a apporté sur le terrain? Bon, par rapport au Conseil économique et social, je peux dire qu'il se passe beaucoup de choses puisque, comme vous savez, nous avons l'Association internationale des conseils économiques et sociaux similaires, la SESIS, une ONG basée aux Nations Unies et dont Mme Hanifa Mezaoui est membre là-bas. Tous les débats au cours de ces conférences, le point de vue algérien et congolais sont identiques. Nous nous soutenons mutuellement. Il y a la formation, parce que aujourd'hui, bon, vous-même vous soulignez tantôt que le CS du Congo, bon, prend une certaine dimension, mais il faut bien essayer de prendre ce qu'il y a de mieux chez les autres pour essayer nous-mêmes de pouvoir avancer. Il y a, bon, demain on va peut-être en parler, l'effectivité de réaliser ici un symposium international sur la sécurité alimentaire. Nous avons l'honneur et la chance de savoir que c'est l'Algérie qui préside aujourd'hui cette association internationale et qui va donc s'investir pleinement, qui s'est déjà investi pleinement pour convaincre de par le monde les gens que nous avons ciblés pour venir nous faire partager l'expérience à Brazzaville les 2 et 3 mai 2013 sur cette question nationale de la sécurité alimentaire qui, comme vous le savez, en 2015, on doit faire le point pour savoir si les 7 ou 8 milliards d'habitants sur Terre pourront chacun en 2015 manger les 3 repas par jour, suffisants en quantité et en qualité. Vous voyez, donc, avec les Algériens, nous faisons beaucoup de choses. Actuellement, avec les Français, nous avons demandé, dans le cadre de cet accord de coopération, qu'on nous envoie des experts ici pour essayer d'aider ceux des cadres qui sont ici. Ce sera difficile d'envoyer tout le monde en France, mais si les experts viennent ici, on pourrait élargir la formation sur les cadres qui sont là, au niveau du secrétariat général, au niveau des directions techniques, au niveau même de la team de nos sessions. Bon, ce travail est en train de s'élaborer. Il va probablement prendre le corps le plus rapidement possible. Et puis bon, voilà. Non, il y a une réelle résultante au plan pratique de ces accords que nous signons. Maintenant, pour le reste, nous ne sommes pas des acteurs économiques. Nous pensons simplement que le président Bambi n'a pas oublié ce qu'il a signé avec la Chambre de commerce d'Algérie. Et que bon, les choses vont probablement prendre le corps, ça c'est certain. D'accord. Et avec le président Bambi, qui est le président de la Chambre de commerce du Brazzaville, du Congo, que vous avez signé, est-ce que vous pensez que lui, il a la facilité, ou l'institution qu'il gère, parce que ce n'est pas ça, aura la même capacité comme vous à faire que les patrons du Congo puissent bénéficier des dividendes de cet accord qu'il y a eu entre le Congo et l'Algérie? Bon, je suis persuadé que oui, parce que s'il n'y avait pas cette perspective, il n'y a aucune raison de signer un accord. Je pense que, ouais, le Congo est un pays producteur de bois. En Algérie, il n'y a pas de bois. Et rien que dans ce secteur-là, je crois que beaucoup de choses peuvent se faire. Bon, l'Algérie aujourd'hui, sur le plan du bâtiment et travaux publics, il y a un certain nombre d'avancées. Là aussi, peut-être que les Congolais peuvent tirer profit de cette expérience. Non, je pense que bon, il y a eu tous ces troubles malheureux qui nous ont un peu perturbés. Je suis persuadé que le président Bambi, avec son dynamisme, n'a pas pu comme ça s'engager sans savoir qu'il serait suivi par ce sont ses adhérents. Exactement. D'accord. Voilà, Monsieur le Président, nous allons avoir une interruption publicitaire et quand nous allons revenir, nous allons parler un peu de vous. Vous vous appelez Jean-Marie Tassoua, mais votre nom de guerre, c'est le général Diab. Pourquoi on vous appelle le général Diab? Vous allez nous dire, mais aussi nous allons parler du symposium international qui aura lieu encore ici. Pourquoi un autre symposium international? Vous allez aussi nous répondre donc dans un instant.